D'un côté, nous avons Trump, qui qualifie le conflit en Ukraine de querelle entre écoliers. Ursula von der Leyen, lors de l'annonce des sanctions pendant une conférence de presse, a eu des mots forts à l'égard de la Russie. Voici ce qu'elle a déclaré. Nous voulons la paix pour l'Ukraine. Malgré des semaines de tentatives diplomatiques, malgré l'offre du président Zelensky d'un cessez-le-feu inconditionnel, la Russie continue d'apporter la mort et la destruction en Ukraine. Le but de la Russie n'est pas la paix, c'est d'imposer la loi du plus fort. C'est pourquoi nous intensifions la pression sur la Russie, car la force est le seul langage que la Russie comprendra. Alastair, aidez-nous à comprendre ce qui se passe ici concernant ce conflit. Car d'un côté, l'Europe pousse et s'oriente vers davantage d'escalade. Nous avons également une politique qui semble très confuse de la part de Donald Trump. Eh bien, laissons de côté le parti belliciste que nous venons d'entendre, si vous le voulez bien, qui plaide pour la guerre contre la Russie et affirme que tout est à sens unique et que tout est la faute de Poutine. Parce que c'est simplement le récit des Européens qui reflète le désespoir et ne témoigne d'aucune réflexion. Je pense que la position de Trump est bien plus complexe. Si l'on y regarde de plus près, il a toujours dit, dès le début de cette campagne, qu'il voulait normaliser les relations avec la Russie. Et pourquoi? Il a indiqué que la normalisation des relations avec la Russie contribuerait en réalité de manière significative à mettre fin aux guerres sans fin. Il l'a laissé entendre, puis Rubio l'a repris lors de certaines auditions. Il a parlé, si vous voulez, de sphères, que nous revenions à l'idée du 19e siècle d'un concert des grandes puissances, et que ce serait l'avenir. Cependant, depuis lors, nous avons constaté, tout d'abord, deux choses. La première est cette récente tentative d'attaque contre les bombardiers stratégiques qui assurent le système de défense nucléaire stratégique de la Russie. Maintenant, certains s'en sont moqués en disant « mais ils étaient tous alignés sur la piste ». C'est parce que le traité START, signé entre les États-Unis et la Russie, l'exige. Il impose que les avions soient visibles à l'aéroport afin que l'Amérique puisse vérifier s'ils sont armés d'armes conventionnelles ou éventuellement d'armes nucléaires. Et il en va de même pour les avions des États-Unis. Ensuite, nous avons eu, si vous voulez, une tentative d'attaquer les 5 bases stratégiques. Cependant, dans 3 cas, il semble que, quoi qu'il se soit passé, le toit du camion ou du conteneur dans lequel les missiles étaient cachés ne s'est pas ouvert, ou les missiles ont raté leur cible, ou quelque chose a mal tourné. Donc ces 3 tentatives ont été un échec, un flop, mais 2 ont réussi, et des chiffres extraordinaires circulent. Mais d'après ce que je comprends, et d'après mes discussions avec des personnes en Russie, et l'examen des photos satellites, même si certaines de ces photos satellites semblent avoir été modifiées à l'aide de l'intelligence artificielle, mais je dirais qu'entre 5 et 7 avions ont probablement été endommagés, et peut-être même que 3 ont été considérés comme irrécupérables. Mais nous ne le savons pas, et les Russes n'ont donné aucun détail concret sur le nombre d'appareils touchés. Mais ce n'était pas significatif. Certains ont qualifié cela de piqûre d'épingle. C'est extrêmement trompeur, très trompeur, car il s'agit d'une attaque, d'une tentative d'attaque contre, si vous voulez, une partie de la force de dissuasion défensive d'une grande puissance nucléaire. Et bien sûr, la question qui doit préoccuper Poutine et la direction est la suivante. Oui, d'accord, cela s'est avéré être, comme vous dites en Amérique, un rien du tout, en grande partie. Mais qu'est-ce qui se serait passé si cela avait réussi? Que se passe-t-il s'ils réessaient et réussissent? Vous savez, il n'est pas acceptable de perdre la majorité de vos bombardiers stratégiques dans ce cas.
Mais deuxièmement, et c'est l'autre élément qui manque, Poutine doit se demander, qu'y a-t-il derrière tout cela? Sont-ils en train de tester la force de nos bombardiers stratégiques? Essayent-ils de trouver des faiblesses dans les défenses? Cherchent-ils à identifier les systèmes électroniques ou d'autres éléments qui pourraient défendre contre ces attaques, afin de pouvoir revenir et les détruire plus efficacement? Vous savez, parce que ce dont nous parlons, c'est de la capacité à empêcher cela des deux côtés. Les traités START visent à empêcher une première frappe par un adversaire, une première frappe nucléaire, une frappe écrasante qui empêche toute riposte et a des conséquences catastrophiques. Nous parlons en réalité des stratégies les plus sérieuses, vraiment les plus sérieuses que l'on puisse imaginer. Et un de nos amis, Larry Johnson, que je pense que vous connaissez, qui se trouve à Moscou, m'a dit qu'il avait parlé à un général russe. Il était là-bas et, la nuit dernière, il a parlé avec ce général russe qui faisait autrefois partie de l'état-major de coordination. Et il a dit, écoutez, nous avons frôlé un échange nucléaire aussi près qu'au moment de la crise de Cuba. C'était le moment où nous avons été le plus proches. Poutine était furieux. Alors n'écoutez pas, et Lavrov l'a dit, d'autres l'ont dit aussi. N'écoutez pas ceux qui disent « Oh, vous savez, on minimise la situation ». On ne minimise rien. C'est très sérieux. Et je suis sûr, d'après ce que j'entends de Moscou, que lorsque Poutine a parlé avec Trump, il n'a pas mâché ses mots. Il a été assez direct. Maintenant, Trump dit qu'il ne savait pas. Eh bien, c'est ce que Trump dit. Que Poutine le croit ou qu'il considère cela comme une dénégation plausible en action, je ne peux pas vous le dire. Mais je peux vous dire qu'il est furieux. Et la conséquence, c'est que les Russes mettent tout en œuvre maintenant pour en finir avec le conflit en Ukraine. Ce que vous avez vu jusqu'à présent n'est que le début. Il y a encore beaucoup plus à venir à ce sujet. Donc, si l'idée au sein de l'équipe, même si Trump n'en avait pas été informé, était que, d'une certaine manière, et certains de ses conseillers semblent avoir donné cette impression, Keith Kellogg, le général Kellogg, a publié un tweet il n'y a pas si longtemps en disant « Eh bien, vous savez, avec ma longue expérience de général et d'homme de l'armée, je crois que des frappes vraiment audacieuses, innovantes, de type force spéciale peuvent changer le paradigme et forcer un résultat différent. » En d'autres termes, il disait en gros, « Eh bien, vous savez, cela aurait peut-être fonctionné, et cela aurait peut-être forcé Poutine à accepter un cessez-le-feu. » Ce que Poutine a clairement fait savoir à Witkoff, et Lavrov l'a répété sans cesse, ne ferait qu'affaiblir Poutine et piégerait également, bien sûr, la Russie dans une guerre prolongée et sans fin pour l'avenir. Car le cessez-le-feu permettrait à l'Occident de réarmer et de réentraîner les Ukrainiens, et cela gaspillerait du sang. J'étais en Russie il y a environ 10 jours, une semaine, à Saint-Pétersbourg. Et Saint-Pétersbourg est, comme vous le savez, la capitale libérale de la Russie. Mais tout le monde là-bas, tous les Russes, disaient que le paradigme avait complètement changé. Tout le monde comprend maintenant clairement que nous avons versé notre sang pour cela. Et si nous trouvons un accord maintenant, ou un cessez-le-feu, nous savons que ce sang aura été versé en vain. Car dans 3 ou 4 ans, nous devrons verser à nouveau du sang avec nos enfants. Et cela n'est pas acceptable. Et ce ne sont pas seulement les libéraux qui le disent, c'est généralisé. Donc alors qu'il y avait auparavant une certaine pression, si vous voulez, sur Poutine, et que les gens demandaient pourquoi Poutine n'accélérait pas les attaques. Pourquoi ne va-t-il pas plus loin? Tout cela est terminé parce que tout le monde là-bas comprend. Poutine l'a parfaitement compris. Il comprend cela et en plus, il en comprend encore plus à ce sujet. Et il est vraiment en colère. Et le peuple russe aussi. Cela a changé l'ambiance là-bas. Quand j'y étais il y a 10 jours, c'était très différent.
Ce que nous voyons, c'est donc un changement très important. Si c'était le plan de Kellogg et de son équipe d'essayer de faire pression sur Poutine pour qu'il accepte un cessez-le-feu, cela a complètement échoué. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Cela n'a fait que renforcer la détermination à ne pas faire confiance à Trump, à ne pas faire confiance à l'Amérique, à ne pas se laisser berner par un cessez-le-feu, mais à aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si tu as vu tous les rapports à ce sujet, Alastair. Il y a beaucoup de rapports dans les médias occidentaux grand public qui parlent de ce qui va arriver. Que va faire la Russie? Ils réagissent, bien sûr, à ce que tu viens d'expliquer. Les attaques massives menées en représailles sur Kiev et diverses autres régions d'Ukraine par la Russie, à l'aide de drones et de missiles. Mais beaucoup disent que finalement, Poutine et la Russie n'ont plus vraiment de cartes en main, que la Russie est en réalité acculée et dos au mur, et que la riposte a été faible. Qu'en penses-tu? Et quelle est ta compréhension de ce qui pourrait arriver, étant donné que tu crois que la situation va s'intensifier de façon assez marquée? Je veux dire, c'est l'éternelle rengaine qu'on nous sert. Oh, Poutine n'est pas vraiment comme ça, vous savez. Il s'est adouci. Il est trop libéral sur ce sujet. Et j'ai dit, en étant dans la capitale libérale de la Russie, personne ne dit ça aujourd'hui. Il y a un soutien total à Poutine. Ils comprennent ce qu'il fait en ce moment. Ils ne cherchent pas un accord avec Trump, bien au contraire. Ce qu'il fait, c'est jouer aux échecs avec cette psyché américaine délicate qui peut soudainement s'exclamer « Oh mon Dieu, c'est le 11 septembre, c'est Pearl Harbor, c'est malheur à moi, il faut qu'on fasse quelque chose. » Donc, il sait que c'est le cas. Et il sait aussi, et cela a toujours été une de ses préoccupations, qu'il doit gérer cela d'une certaine manière parce que, encore une fois, il suffit d'aller à Saint-Pétersbourg ou ailleurs en Russie pour se rendre compte des conséquences démographiques de la Grande Guerre patriotique. Et combien? Je veux dire, rien qu'à Saint-Pétersbourg, Leningrad à l'époque, pendant le siège, près d'1 million. 800 000 à 1 million de civils sont morts de faim, de maladie ou ont simplement été tués dans ce processus. Donc, il y a pour lui un vrai souci de préserver la démographie, de ne pas gaspiller des virus pour cela. Il ne s'agira donc pas, vous savez, d'une grande charge héroïque de la brigade légère contre les forces de l'opposition qui se terminerait par la destruction totale de la brigade légère. Non, il ne fera pas cela. Il va procéder de manière systématique et prudente et mettre fin à la capacité de l'Ukraine à mener ce conflit. Ensuite, nous verrons ce qui se passera sur le plan politique, en termes d'arrangement politique, et nous verrons quelles seront les conséquences pour la direction à Kiev. L'autre point que je devrais simplement mentionner, c'est que cela est important parce que les gens l'ont mal compris. Il a parlé de l'aspect terroriste, mais il s'agit ici d'un changement de procédure. Ils sont en train de transformer l'opération spéciale en une opération antiterroriste. La guerre en Tchétchénie était une opération antiterroriste. La guerre, si l'on veut, en Ukraine est essentiellement une opération spéciale. Ce qui importe, c'est que cela lui donne un cadre différent et permet des réactions juridiques différentes. Par exemple, légalement, il ne serait pas permis de tuer les dirigeants à Kiev dans le cadre d'une opération spéciale. Mais une fois que cela est défini comme une opération antiterroriste, tout cela change. Donc certains aspects juridiques qui comptent pour la Russie changent avec cela. Cela doit passer par la Douma, je crois. Donc, c'est encore en attente d'être adopté. Mais ça le sera, il n'y a aucun doute. Et ensuite, ce sera dans un format différent. Voilà donc l'autre chose qui s'est produite. Non, je pense que ceux qui disent que Poutine est mou ou autre ne savent tout simplement pas à quel point les Russes ont souffert, non seulement pendant la Grande Guerre patriotique, mais aussi beaucoup plus récemment.
C'est pour cela qu'ils sont si en colère, parce que vous savez, pendant les années 90, avec la tentative occidentale de ce qu'ils appellent le grand traitement de choc économique, cela a plongé la population dans une pauvreté absolue. Et les taux de mortalité ont explosé. Il en allait de même pour la mortalité infantile. Des gens mendiaient dans les rues, des gens vendaient leurs enfants. C'était dramatique. Cela a été imposé par les garçons de Harvard dans les années 90 à la Russie. Et ils s'en sont sortis. Ils se sont extraits du communisme. Ils ont traversé tout cela. Et puis, une fois sortis de cette situation, ils ont découvert que l'Occident avait lancé une nouvelle guerre contre la Russie. Et ils en sont furieux. Je veux dire, ils disent simplement, nous aussi, nous pouvons être impolis. Vous voulez être impolis avec nous? Nous serons impolis en retour. Il y a donc beaucoup de colère, et il faut le comprendre dans ce contexte. Alors qu'ils revenaient à la normalité, ils font maintenant face à une guerre de plus longue durée. Oui, et votre réponse? Les services de renseignement allemands, soi-disant, ont récemment publié un rapport affirmant que la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, comme ils le disent depuis un certain temps, mais qu'elle enverra des petits hommes verts. C'était une citation directe des services de renseignement allemands, dans des pays comme l'Estonie, pour, soi-disant, comme ils l'ont dit de façon moqueuse, libérer les minorités opprimées là-bas. Que pensez-vous de cela, compte tenu de votre vaste compréhension et expérience dans le domaine du renseignement et de la collaboration avec les services de renseignement? Je n'en crois pas un mot. Voilà la réponse rapide. Je ne pense pas qu'ils sachent ce que Poutine va faire. Je ne crois tout simplement pas tous ces gens qui prétendent avoir des sources proches de Poutine, qui racontent aux services de renseignement britanniques ou allemands quels sont les plans. Foutaise. Ce n'est pas crédible. Quant à l'idée des petits hommes verts, c'était une sorte d'invention que l'Occident a sortie dans ses récits au moment de l'incident de Crimée. Écoutez, je ne sais pas ce que Poutine prépare, mais ce ne sera pas, si vous voulez, une petite guerre asymétrique. Il s'engage maintenant dans une véritable guerre, une guerre antiterroriste à grande échelle. Ce sera sérieux et il ira jusqu'au bout. Et vous savez, rien n'indique qu'il veuille élargir le conflit. C'est l'Occident qui essaie de l'élargir. C'est l'Occident qui suggère que la Russie va attaquer la Transnistrie et peut-être s'emparer de la Moldavie. Les Russes ont une base en Transnistrie. Ils n'ont pas besoin de prendre le contrôle de la Moldavie. Où iraient-ils d'autres? Les républiques baltes? Pourquoi voudraient-ils les républiques baltes? Si l'on regarde la carte, la Russie ne manque ni de terre ni d'espace. Ils n'ont pas besoin de Lebensraum, comme disent les Allemands. Ils en ont déjà plus qu'assez. Donc, ils ne menacent pas l'Europe. Ils ne menacent pas d'autres États, à moins que ces États ne participent activement à des actions menaçant la Russie. Et il semble que certains États européens aient fait cette allégation, cette affirmation. Ils ont même affirmé très fermement qu'ils pensaient que la Grande-Bretagne était impliquée dans certains des actes de terrorisme qui ont eu lieu le week-end dernier. Mais il n'y aura pas d'attaque surprise contre d'autres États voisins. Son objectif a toujours été, et j'en ai souvent parlé avec des Russes, il y a une sorte de réaction étrange. Je peux la comprendre parce que je suis irlandais et que j'ai vécu en Irlande. Et nous avons cette étrange ambivalence en Irlande entre protestants et catholiques, et l'IRA et les Britanniques là-bas. Et cela dure depuis longtemps. Maintenant, ils ont cela aussi en Ukraine. Mais ils ne les considèrent pas comme des ennemis à haïr, à détruire ou à tuer. Ils les voient comme des personnes avec qui il faut se réconcilier et rassembler. Ils forment une famille profondément divisée. Profondément divisée. Je ne sais pas à quel point c'est possible, mais je pense que l'un des objectifs est d'essayer de réintégrer l'Ukraine
dans une forme plus large de la vision de ce que signifie être la Russie. Vladimir Medinsky a également dit cela lors d'une récente interview. Il a utilisé exactement les mots que vous avez mentionnés. C'est presque comme une lutte entre familles. Et plus cela dure, plus les divisions entre les Russes et ceux en Ukraine se renforcent. Peut-être pourriez-vous donc parler des conséquences. Vous avez expliqué que cette guerre évolue vers une opération antiterroriste pour la Russie. Quelles seront les conséquences pour l'Ukraine à court et à long terme? Car il semble que l'Europe soit très déterminée à faire durer ce conflit, et l'administration Trump, bien sûr, a beaucoup de difficultés à équilibrer de nombreuses priorités, ce dont je sais que vous avez parlé dans d'autres émissions. Pour diverses raisons, il y a beaucoup de spéculations sur les raisons pour lesquelles Trump souhaite mettre fin à cela. Mais quel est, selon vous, l'impact final de tout cela? Eh bien, les conséquences seront la défaite de l'Ukraine, et il y aura une forme de changement de gouvernement qui aura lieu là-bas. De quelle manière, je ne peux pas le dire. Il est trop tôt pour le savoir. Mais il y aura un changement de gouvernement et il y aura un accord qui finira par être conclu, qui établira la neutralité et qui fixera, si vous voulez, une sorte de règle sur le terrain concernant les forces militaires pouvant être présentes en Ukraine. Donc, c'est très important, dans le sens où, vous savez, cela manquait à la compréhension américaine du cessez-le-feu. Ils n'arrêtaient pas d'en parler, vous savez, dans cette idéologie occidentale et libérale de la paix. Vous savez, voici l'Ukraine, voici la Russie. Partageons la différence. Quelques oblasts de plus par ici, quelques-uns par là. C'est ainsi que nous trouvons un terrain d'entente. Mais ce que je dis en réalité, c'est que la Russie insiste sur la neutralité. La neutralité, est-ce que ça existe vraiment? Je veux dire, peut-on la diviser? Non. La neutralité est un état d'esprit. Les Suisses, par exemple, ont cet état d'esprit depuis très très longtemps. Et la souveraineté, ce n'est pas quelque chose, un objet que l'on peut sortir et poser sur une table. C'est un état d'esprit. Ceux qui sont souverains sont ceux qui se sentent, qui se voient comme souverains. Alors, comment peut-on diviser cela? Comment peut-on répartir, disons, un peu de neutralité par-ci, un peu de neutralité par-là, un peu moins de souveraineté pour la Russie ici, un peu plus de souveraineté là-bas, vous voyez? Lorsqu'il existe des conflits vraiment profonds et irréconciliables, cette idéologie de paix libérale ne fonctionne parfois tout simplement pas. Et il faut aller plus loin. Je pense donc que c'est ce que nous allons observer. Cela se terminera par une défaite. Et cela, bien sûr, soulève la question, une question très importante, de savoir quelle est la véritable intention de Washington. Parce qu'un cessez-le-feu, selon les lignes qui ont été proposées, les 21 points que Keith Kellogg, le stratège de l'équipe Trump, a présentés, je veux dire, cette stratégie visait, si l'on veut, à geler le conflit. Il a même été dit que geler le conflit était plus important que d'établir un cadre politique. Donc vous voyez, il faudrait d'abord geler la situation et ensuite on pourrait discuter des autres questions. Je pense qu'il s'est probablement inspiré de l'exemple coréen et a dit « Voilà comment nous avons fait en Corée. Nous avons gelé le conflit, puis ils ont pu discuter de l'avenir indéfiniment. » En réalité, ils n'ont toujours pas trouvé d'accord à ce sujet. Ils en discutent encore aujourd'hui. Donc c'était une façon de repousser les choses au calendrier grec. Je pense donc que la question qui se pose, et qui se pose à Moscou, à la lumière de cette opération ratée contre les aérodromes russes, contre le pont, contre les trains, tout cela ramène à la question suivante. Trump veut-il vraiment conclure un accord avec la Russie? Un accord qui signifierait une relation. Et quand la Russie parle de relation, cela signifie, vous savez, que des deux côtés, ce que vous dites, vous le pensez,
et ce que vous faites. Et cela doit fonctionner dans les deux sens. Je veux dire, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas de la confiance. Ce n'est pas la même chose. Mais quand vous dites quelque chose, cela veut dire que vous le pensez, vous le dites et vous le ferez. Et ils ne savent pas si c'est le cas avec Trump. En fait, ils commencent à croire que ce n'est peut-être pas le cas avec le président Trump. Je ne sais pas. Je n'essaie pas de prendre parti dans cette affaire. Je dis simplement que vous savez la conduite de son équipe, la mauvaise interprétation de la Russie faite par son équipe de sécurité, en prenant davantage de pression et encore de la pression sur Poutine, en pensant qu'il céderait et accepterait un conflit gelé, a en réalité eu des résultats étonnamment négatifs et dangereux. Mais cela les a aussi amenés à se demander, Trump dit des choses, mais a-t-il la capacité de les réaliser, de les mettre en œuvre? A-t-il la capacité d'améliorer les relations, même de façon incrémentale et lente, avec nous? Ils doivent se poser ces questions en ce moment, et ils vont examiner la situation et constater tout d'abord que le Sénat retient le grand, magnifique projet de loi, c'est-à-dire le projet de loi qui passe par le Sénat, qui comprend à la fois des allègements fiscaux et des taxes sur les particuliers et les entreprises. Et que ce projet de loi est retenu comme une sorte d'otage, avec 81 sénateurs qui disent « Non, non, nous voulons des sanctions contre la Russie, nous voulons une escalade ». Et nous voulons aussi intensifier en Iran, d'ailleurs, parce que nous n'acceptons aucun enrichissement du tout en Iran. Donc Trump devait le savoir, il devait s'y attendre. Je veux dire, il a du flair politique, il a de l'intuition politique. Il a donc évidemment examiné cela et y a réfléchi. Ce que nous ne voyons pas, et ce que la Russie et Poutine ont dit explicitement, pas avec les mots exacts que j'utilise, mais ils disent « Nous ne voyons aucun mouvement vers une relation ». Pourquoi? Pourquoi Trump ne dit-il pas que ce ne serait pas si difficile? Vous savez, nous savons grâce au New York Times que Biden a émis, ou que quelqu'un a émis, une directive présidentielle ordonnant à la CIA de poursuivre la guerre en profondeur en Russie. Je veux dire, le New York Times nous a tout expliqué. Alors pourquoi Trump n'en publie-t-il pas un nouveau? Ou ne dit-il pas simplement « Écoutez, vous savez, c'était l'administration Biden, qui sait qui l'a signé, peut-être que c'était l'auto-peine. De toute façon, ce n'est pas légitime. Donc la CIA n'a pas le droit de continuer sur la voie de l'ancienne administration Biden. » Mais c'est exactement ce qui se passe. L'État profond et la CIA poursuivent simplement le statu quo de l'administration Biden. Et donc, de plus en plus, je pense que les gens, et je ne dis pas que Poutine le fait, mais des gens dans ce cercle, j'en suis sûr, se demandent et disent « Est-ce que Trump avait vraiment l'intention d'avoir une relation? Ou était-ce juste pour nous piéger dans ce conflit gelé qui était prôné par Kellogg et son équipe, Jack Keane et d'autres? » Pression, pression. Vous savez, la Russie ne change jamais tant qu'on ne lui met pas la pression. Il faut exercer une pression sur la Russie avant d'espérer la voir bouger. Il s'agit de les piéger, de les enfermer dans ce cadre, ce piège structurel qui les maintiendra dans un conflit à long terme et répétitif avec les États-Unis, tandis que Trump se tourne discrètement vers la Chine, ce qui satisfait tout le monde, l'État profond, le Sénat, la majorité du public américain. Est-ce cela le véritable plan? Mais maintenant, vous savez, le plus important ici, c'est que ce genre d'erreur érode la confiance. Pas seulement la confiance, pas seulement la fiabilité envers la Russie et la Chine, bien sûr, mais cela se répercute aussi sur l'Iran. Quelqu'un pense-t-il qu'ils n'ont pas remarqué cela et l'attaque? Vous pensez qu'ils ne se sont pas demandé, n'avions-nous pas eu des conteneurs qui ont soudainement explosé au port de Bandar Abbas? Je veux dire, je me demande si cela avait un lien quelconque avec ce que nous avons vu. Des conteneurs explosant près des aéroports en Russie. Donc, les gens doivent se demander,
Si c'était un piège tendu à la Russie, quel piège nous prépare-t-on en Iran? Et la Chine fait ses propres calculs. Comme le dit Trump, ils sont difficiles à négocier. Mais ce que je retiendrai de tout cela, c'est que cela alimente aussi son grand désir. Son objectif principal en tant que président a été, si l'on veut, de rééquilibrer l'immense fardeau de la dette qui repose sur une base productive réelle de plus en plus réduite et affaiblie aux États-Unis. Et cela est devenu tellement déséquilibré, comme une sorte de pyramide inversée de dettes réparties à l'échelle mondiale, mais des dettes libellées en dollars, reposant sur une base productive minuscule et en diminution. Et l'objectif a toujours été d'harmoniser cela. Donc vous savez, il a différents moyens d'y parvenir. D'évaluer le dollar, persuader aussi l'OTAN. C'est très similaire à ce que l'on fait lors d'une procédure de faillite sous le chapitre 11 aux États-Unis. On rassemble rapidement les créanciers, on les fait contribuer afin de réduire la dette, de remettre le bilan dans un certain ordre. Alors allez l'OTAN, 5%, tous, vite, vite, faites-le. Donc je veux dire, cela suit le schéma classique de la réorganisation des créanciers lors d'une faillite. Mais au fond, la question plus profonde selon moi, c'est que les droits de douane et des mesures similaires servent de tactique de choc et d'effroi pour essayer d'amener les gens à, vous savez, s'engager à verser d'importantes sommes d'argent, à acheter des produits américains ou à transférer la production pour effectuer ce rééquilibrage. Mais comme toujours avec les devises, avec la dette, tout repose sur la confiance. Si l'on perd la confiance du reste du monde, quand le reste du monde commence à se demander « Eh bien, est-ce vraiment sûr? L'Amérique est-elle si sûre? Est-ce que Trump sait vraiment ce qu'il fait avec nous ?» Chaque jour, désormais, sur le marché de la dette, sur le marché obligataire, c'est ce qui se passe. Il y a une sorte de suspense permanent pour voir s'il y aura suffisamment d'acheteurs étrangers, pour absorber la nouvelle tranche de dette américaine. Et vous savez, Trump doit refinancer quelque chose comme 5 000 milliards avant les élections de mi-mandat. Beaucoup d'argent à des taux plus élevés. Et avec des taux plus élevés, d'autres problèmes vont apparaître dans l'économie. Il a besoin d'une solution urgente pour l'économie. Et si vous voulez, cela ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné avec la Russie, ça n'a pas fonctionné avec la Chine, ça ne fonctionne pas avec l'Iran. Alors, quel est l'état d'esprit? Quel est le sentiment psychologique des investisseurs? Allez-vous continuer à placer vos économies dans les bons du Trésor américain, les bons du Trésor à 10 ans? Ou allez-vous dire, eh bien, je pense que nous allons en placer au moins une partie ailleurs, juste par précaution? Le mois dernier, c'était la première fois que le compte de capital devenait négatif. Il y a eu plus de sorties que d'entrées de capitaux aux États-Unis sur le compte de capital commercial.